Amis auditeurs de Radio Liberté, bonjour. Nous nous retrouvons pour une nouvelle émission. Une émission qui, je dois le préciser, a été préenregistrée. Donc il y a quelques jours qui se sont passés entre l'enregistrement et le jour où vous nous voyez aujourd'hui, puisque c'est aussi une émission télévisée, puisque maintenant les émissions synthèse sont des émissions télévisées. Et aujourd'hui, nous recevons un militant politique, un responsable politique, que nous avons déjà d'ailleurs reçu à plusieurs reprises, je crois, 2 fois, me semble-t-il. Oui, 2 fois. Puisqu'il s'agit de Vincent Vauquelin qui est président de la dissidence française. Vincent, Absolument. bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Bah écoutez, c'est bien normal parce que vous faites pas un peu parler de vous, enfin un peu, même beaucoup d'ailleurs, parler de vous en ce moment. Toujours. Toujours. Et Peut-être pas. il y en a qui font plus parler d'eux, mais pour d'autres raisons. Hein. Oui. Vous Un jour, lorsque Vincent Vauquelin sera à l'Élysée, il dira « Oui, grâce aux émissions de synthèse, voilà où j'en suis aujourd'hui. » Il faut bien commencer quelque part. Hein. Sur le perron de l'Élysée. Nous serons les Michel Droit de Vincent Vauquelin. Voilà. Bon, à la plaisanterie. Et bien sûr, on n'a même pas besoin d'annoncer qu'il était là, puisqu'il a pris soin de le faire lui-même. Bien sûr, nous avons évidemment notre complice et ami Philippe Randa. Philippe Bonjour Randa, Roland. éditeur. Bonjour Philippe Vincent. Randa, Bonjour écrivain. Et Philippe Randa, qui est depuis maintenant... Après, on a dépassé, je crois, les 130 et quelques émissions. Ah oui, on doit être presque à 140. 140 émissions, ouais, Au moins déjà. 138, en tout cas. 138 émissions, je crois que c'est ça. Depuis le lancement de Synthèse. Ça commence à compter. Ça commence à compter, hein, ça commence à compter. Il y a du beau monde qui est passé, qui est passé, qui est repassé d'ailleurs. Et le professeur. Bonjour, monsieur le professeur. Vous Bonjour, n'êtes plus en Roland. vacances cette semaine. Je suis épuisé par tout ce que je fais. Vous êtes épuisé, vous n'êtes jamais en vacances. Ben, c'est d'énigme. Bon, je suis tellement mal payé comme prof, je suis obligé de passer mes nuits à faire ces chroniques pour joindre les deux bouts. Ouais. Le problème, Que c'est qu'on paye heureusement, pas. vous payez grassement. Ben, nous, on paye pas, c'est bien ça le problème, mais c'est pas oui. grave, on le fait quand même. Je paye de Bon, ma personne. Voilà, on paye notre personne et puis on est payé par le plaisir de recevoir des gens de qualité, par le plaisir de se retrouver toutes les semaines et par le plaisir surtout d'informer nos auditeurs d'un certain nombre de choses, de donner un de regard un petit peu 2014. non conformiste, on va dire, sur l'actualité. Voilà. Alors justement, l'actualité, Philippe Randa, bon, on va pas parler de l'actualité, il sera peut-être passé des choses, il sera même certainement passé des choses d'ici la diffusion de cette émission, mais il y a quand même des constances dans l'actualité dont on pourrait parler. Voilà, moi je voudrais revenir sur quelque chose dont on n'a pas parlé, et pourtant ça a remué l'opinion publique. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'affaire Gabriel Mazeneff. Pour faire remarquer une chose quand même qui est assez étonnante, on a beaucoup dit dans les médias sur le nouveau scandale de la découverte de la prétendue et pas prétendue pédophilie de jamais Gabriel caché, hein. Mazeneff. Il ne s'en est jamais caché. Et je suis assez étonné qu'on n'ait jamais insisté dessus, c'est-à-dire qu'on a brusquement sorti du chapeau Gabriel Mazeneff, écrivain reconnu, publié parmi les plus grands éditeurs quand même de chez Julliard à Gallimard, comme si brusquement on a découvert que cet abominable personnage militait pour l'amour avec les enfants, avec les mineurs, les enfants, Avec les mineurs, avec les mineurs. oui, tout le monde y passe. Avec tout le monde y passe, mais enfin avec un goût sûr pour les mineurs, alors que cela faisait 50 ans, puisque son livre « Lettres au moins de 16 ans » date de 1974 chez Julliard. Ouais, tout à fait. Et donc ça fait 50 ans Oui, mais que partout on l'invite, partout on lui donne la parole, il s'exprime et il le dit, que pour lui, l'amour avec les enfants, avec les mineurs, doit être une chose normale. Mais aujourd'hui, vous avez Oui, mais toute il y a la... il y a eu quand même eu la réaction de Madame Bombardier, vous vous souvenez, à Apostrophe, Oui. qui avait été traînée dans la boue pour avoir dit, messieurs, non seulement vos livres sont ennuyeux, mais vous racontez des choses qui doivent vous mener en prison. Et je vous garantis que si vous étiez au Canada, parce qu'elle était canadienne, vous ne sortiriez pas libre de ce studio. Alors justement, Et si l'affaire éclate maintenant, et donc elle a été mais traitée de manière ignoble. Et elle a dit qu'elle avait prévenu son éditeur qu'elle allait dire cela. Et son éditeur lui a dit, vous faites ce que vous voulez, mais vous ne savez pas à quoi vous vous attaquez. Alors justement, Mais c'est aussi, que- si ça éclate maintenant, c'est qu'il y a une des personnes, qui est une des victimes de ces entreprises, qui se plaint. Alors ça, c'est vrai. Elle se plaint, elle ne se plaint pas. Elle a fait un livre, elle fait beaucoup de publicité grâce au scandale Mazeneff pour vendre son livre. Ça, c'est deux choses différentes. Mais justement, vous faites bien de le faire remarquer, c'est que à l'époque, le fait de s'en prendre
aux idées défendues par Gabriel Maznef, vous clouez au pilori. Vous mettez hors la société. Vous étiez automatiquement quelqu'un considéré comme rétrograde, comme vous parlez fasciste, des idées, comme vous parlez tout. des idées de Gabriel Maznef. D'ailleurs, sur ces idées, il y aurait certainement beaucoup à dire, et elles ne vont pas forcément dans le sens du politiquement correct sur d'autres sujets, j'entends. Hein. Mais là-dessus, il faut quand même pas oublier qu'on est après mai 68. Quand tout cela commence, hein. Maznef à l'époque est reçu au même titre que Jean-Louis Bory, qui était la coqueluche de la gauche bobo, si ça n'existait pas encore sous ce terme-là, mais de l'époque, qui était, je crois, rédacteur au Nouvel Observateur ou je ne sais où. C'est un écrivain qui ne cachait pas ses mœurs, qui passait qui était invité au dossier de l'écran pour en parler, tout comme Maznef. Alors que l'homosexualité était encore interdite. Et tout le monde les considérait comme des gens qui étaient des vrais révolutionnaires, entre guillemets, si tant est qu'on puisse appliquer ce terme en ce qui concerne au moins Maznef. Mais c'était à l'époque aussi où il y a eu l'affaire Cohn-Bendit, et puis il y avait aussi celui dont personne ne touche, le couple dont personne ne touche, le couple Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre. Bon, et aujourd'hui, Maznef, c'est un petit joueur à côté. Bon, donc voilà ce qu'il en est. Et aujourd'hui, curieusement, vous parliez de l'affaire de la Bombardier, il y a apostrophe, il y a 20 ans, cette histoire-là, c'était il y a une vingtaine d'années à peu près. Oui. C'est ça. Bon, mais aujourd'hui, on accable Maznef, mais quelque part, on peut pas on peut reprocher, attention, que les choses soient claires, je ne défends pas les mœurs de Maznef, loin s'en faut, mais on ne peut pas il s'en est jamais caché. Il suffit de lire tout simplement ses carnets, il raconte ce qu'il arrive tous les jours, donc croyez-moi. Voilà. Bon, et donc il s'en est jamais caché, il a jamais donné de leçon de morale à personne non plus. Quand on dit personne ne réagissait, c'est totalement faux. Moi, je me souviens très bien, c'était l'époque de ma jeunesse, les téléspectateurs étaient horrifiés. Ah oui, bien sûr. Ah non, bien sûr. Maznef draguait à la piscine de Ligny, oui, mais l'intelligentsia, elle trouve ça très bien. Des entrées gratuites à la sortie des écoles, au grand effroi des parents. Je veux dire, Cohn-Bendit, tout ça. Mais on avait déjà une télévision qui, pour être purement publique, se faisait l'agent de la destruction de la société française par la destruction de la morale de la famille. Bien sûr. Mais le téléspectateur, lui, était victime aussi. Mais il n'avait pas le droit à la parole. Pourquoi ? Il n'y avait pas de réseaux sociaux, mon brave. Oui, tout à fait. Donc on protégeait la vie privée, entre guillemets. J'aimerais dire ce que je pense de la vie privée, parce que ça n'existe pas. C'est une notion qui ne figure pas dans les droits de l'homme de 1789. C'est pas que je défends les droits de l'homme de 1789. On y pensait même pas. Si c'était le cas. Mais cette notion de vie privée me fait quand même hurler de rire, parce qu'on défend l'innommable, et quand on a besoin de défendre, quand il s'agit de M. Trump ou de Clinton et tout ça, les journaux français sont tout contents de vendre du papier là-dessus. Et Griveaux, s'ils avaient eu la vidéo eux-mêmes, ils l'auraient peut-être publié. Mais il paraît que non. Mais ils sont pas contents qu'on les sorte, mais ils en parlent tous et ils vendent du papier là-dessus. Attendez, aujourd'hui, on veut faire monter, comme hier, on veut faire monter l'audimat, sauf qu'il y a des choses à l'époque où qu'on ne faisait pas parce qu'il y avait ce qu'on appelle la pensée unique, qui voulait que la pensée unique, à l'époque, Gabriel Maznef et d'autres, et beaucoup d'autres, avaient toute liberté pour s'exprimer, et c'était eux qui imposaient leur conception de la vie. Et aujourd'hui, la pensée unique, elle a changé. La pensée unique, aujourd'hui, c'est le tabou de la pédophilie. Non, oui, mais je ne suis pas d'accord. Je ne défends pas évidemment la pédophilie des enfants, mais c'est la nouvelle pédophilie. C'est-à-dire qu'il y a du pour et du contre. À l'époque, les gens qui voulaient trouver que ce que disait Cohn-Bendit et Maznef à la télévision était mal, il n'y avait pas d'autre télévision pour le faire. Aujourd'hui, il y a la pluralité des médias. Bombardier, elle a plus vendu un livre en France, elle n'a plus été publiée ni invitée. Maintenant, il y a les deux. Il y a des gens qui défendent Maznef, ils se défendent peut-être eux-mêmes en même temps, mais il y a des gens, on se rend compte que le public existe. Parce que ce qu'on appelle les réseaux sociaux, c'est qui ? C'est les gens. Il y a deux choses, si vous permettez, professeur. Il y a deux choses, et après, on ne va pas s'étendre éternellement sur Maznef, parce qu'on a des choses beaucoup plus intéressantes. Choisissez vos expressions. Si on pouvait éviter, ce serait bien. Si je puis dire. Quoi qu'il en soit, il y a deux choses. Il y a ceux qui défendent Maznef
On va faire simple. Il y a ceux qui défendent Matzneff parce que ils estiment qu'on peut jouir sans tabou. C'était le slogan de mai 68. Et donc ça, généralement, donc c'est grosso modo la gauche et la bobocratie. Et il y a ceux qui défendent Matzneff pour d'autres raisons, qui ne défendent pas Matzneff pour ce qu'il a fait, mais qui défendent, enfin en tout cas qui s'élèvent contre l'hypocrisie des attaques contre Matzneff, quand on sait le nombre de gens qui ont fait pire. Mais est-ce qu'on doit être pour ou contre Matzneff? Est-ce qu'on doit absolument accuser ou défendre Matzneff? C'est ça, le problème. On peut juste rappeler, remettre dans le contexte d'une époque ce qui était la pensée unique qui vous clouait au pilori quand on ne partageait pas l'idée du vagabondage sexuel quasiment imposé. Ça, c'était une époque qui a duré 40 ans. Aujourd'hui, retournement à 180 degrés de la pensée unique, et aujourd'hui, le fait de faire du vagabondage sexuel avec tout ce qui va avec le libertinage et autres, plus le fait qu'il n'y ait plus de limite d'âge, enfin qu'il y ait une limite d'âge justement qu'on remet pour empêcher tout rapport sexuel avec les moins de 15 ans, puisque c'est 15 ans et 3 mois la liberté sexuelle, c'est exactement la même pensée unique. À l'inverse. D'accord. Voilà. Et c'est pas faire l'apologie de la pédophilie ou de vouloir défendre ce qu'a fait Matzneff. Il faut juste faire remarquer une chose, c'est que contrairement à bien d'autres, Matzneff s'en est jamais caché. Donc, on est tous généralement scandalisés quand on parle de loi rétroactive, mais là, on est en train de faire de la moralité rétroactive. C'est-à-dire que la moralité d'aujourd'hui, qui est une chose dont on peut discuter, on veut l'appliquer au temps passé, quand il y avait une autre moralité. Ouais. C'est ça qui est complètement scandaleux. Alors, est-ce qu'il y a un autre élément de l'actualité? Parce qu'après, on va parler avec Vincent Vauquelin de son action et de tout ce qu'il a et tous ses projets. Est-ce qu'il y a un autre élément dont... c'est l'actualité. Forcément, elle va durer quelques mois encore, cette actualité, parce que c'est l'actualité de Trump, effectivement, aux États-Unis, qui est parti pour... en tout cas, il va se présenter, et peut-être bien pour être à nouveau élu, faire un deuxième mandat. Alors, rappelez-vous que dès son élection, il y a maintenant 3 ans, on a commencé à dire qu'il ne ferait même pas la première année de son mandat. Non, mais il y a deux choses. Il y a la réalité, et puis il y a les fantasmes. On voit quand même la différence entre ce que veut nous imposer les médias français sur la politique américaine et la réalité. La réalité, pour l'instant, ils en sont d'ailleurs tout contris en disant, démocratiquement, Trump est en passe aujourd'hui d'être réélu. Eh bien, vous aviez votre chronique, mon cher Philippe. Je ne sais pas si je l'ai précisé. Un dernier mot du professeur. Je vous rappelle, puisqu'il y a des archives dans cette télévision, qu'il y a eu le Brexit quand même. Je ne sais pas si on a tellement parlé du Brexit. Oui, on n'a pas parlé du Brexit, c'est vrai. Parce que nous étions dans une petite période de transition qui fait que... je pensais qu'on en avait parlé pendant est-ce que vous vous rappelez, les émissions où je n'étais pas là. Représentant du grand capital, je vous ai annoncé que le Brexit, il ne se passerait rien. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas au courant, vous vous réveillez le lendemain matin, rien n'a changé. Rien n'a changé. Je l'avais prévu. Rien n'a changé. Toutes les catastrophes n'ont été annoncées par l'Europe que pour dissuader l'Angleterre. Ce qui est, puisqu'en tant que représentant du grand capital, je m'informe en écoutant BFM Radio, BFM Business. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe, c'est que tout le monde était inquiet du Brexit, et maintenant, les mêmes chroniqueurs disent, c'est peut-être ça qu'il faut faire. La politique de Trump et la politique de Boris Johnson. On a vu aussi des... Donc et j'en ai entendu il y a 3 semaines quelqu'un qui dit, alors vous défendez le populisme, et le type dit, faut reconnaître que ça marche. Oui. Et les gens qui investissent de l'argent, et c'est pas toujours des fins politiques, mais ils ont quelque chose qui plairait à Mme Thatcher. Mme Thatcher disait, vous les socialistes, vous n'êtes pas prêts à investir vos économies dans vos idées. Mais eux, les gars, ils n'ont pas de préjugés. Si ça marche, ils banquent. Et donc, si le populisme marche, ils vont oublier le monnaie unique et tout ça et changer de camp. Alors, je rappelle à l'attention des auditeurs et des téléspectateurs qui ne le sauraient pas qu'autour de cette table, d'abord, l'émission s'appelle Synthèse, et comme son nom l'indique, une synthèse... J'ai bien dit que c'était longtemps qu'on pourrait entendre il y a des sensibilités des différentes, et le professeur Pierre Delaubier, depuis la création de l'émission, incarne ici l'aile
monarchiste ou monarchienne, je ne sais pas, et allié du grand capital. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on l'a qualifié. C'est peut-être, même c'est sans aucune méchanceté. Je préfère dire aucune... que je représente les forces de l'argent. Voilà, il représente les forces de l'argent. Voilà. Ça, c'est une. Malheureusement, il faudrait que vous veniez avec vos forces un jour, parce qu'on n'a pas beaucoup. Je les représente, je les possède pas, mon cher. C'est toute la différence. Alors, est-ce que je peux juste préciser une chose? Je suis complètement bénévole. Oui, alors, moi qui m'oppose au grand capital et qui suis un européiste et qui ne m'en cache pas, j'avais toujours dit que si Brexit il devait y avoir, il n'y aurait absolument aucune catastrophe pour les Anglais. Ben, il fallait le dire à la radio, sinon. Mais je l'ai dit à la radio, je suis désolé. Eh bien, alors, on va faire la synthèse. On va faire la synthèse de tout cela. On va faire la synthèse de tout ça avec un homme politique que nous recevons aujourd'hui. Alors, je dis un homme politique parce que. Un jeune homme politique, on va dire. Et, un militant. Un militant, non, c'était pas au sens péjoratif du terme, mon cher Vincent. La dissidence française, alors j'en ai entendu parler la première fois, c'était il y a quelques années. On dit, tiens, t'as vu, il y a un groupe, là, ils ont des fils, ils sont disciplinés, ils ont des beaux drapeaux, tout ça. Bon, voilà. Alors, puis j'étais avec quelques amis, on se dit, ah bah tiens, c'est le groupuscule de l'année. Voilà, bon, très bien, on va passer. Puis l'année d'après, c'était encore là, puis 2 ans après, alors c'était plus le groupuscule de l'année, c'était le groupe qui avait de la suite dans les idées, qui était toujours là. Et puis... un groupuscule persévérant. Un groupuscule persévérant, non, c'était devenu un groupe parce qu'ils étaient plus nombreux entre-temps, donc ils avaient recruté, donc c'est un côté encourageant. Et puis, l'an dernier, il y a eu... on a fait connaissance, vous êtes venus ici, vous avez eu la gentillesse de m'inviter à plusieurs reprises à vos manifestations et à vos réunions. Et puis, l'an dernier, vous avez réussi... j'irais dire un exploit. Un exploit parce que vous êtes engagé dans une aventure qui n'était pas évidente au départ. Et je voudrais même dire que quand vous m'en avez parlé la première fois, mais ça j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, quand vous m'en avez parlé pour la première fois, je me suis dit, ce garçon est plein d'enthousiasme, et quand on est chef d'un mouvement, il faut avoir de l'enthousiasme, parce qu'autrement les troupes auraient du mal à suivre. Mais je suis pas sûr qu'il soit vraiment conscient de ce qu'il veut faire, c'est-à-dire se présenter aux élections européennes. Et pourtant, on l'était. Et pourtant, vous l'avez... Chauve-souris aux audacieux. Voilà, exactement. Il n'y a que ceux qui ne font rien, qui n'ont rien. Et donc, il a réussi à faire une liste, à rassembler les militants, les candidats nécessaires, des candidats de qualité d'ailleurs, il faut le dire, parce que vous aviez même des élus, des gens qui avaient déjà une certaine expérience de terrain. Élus locaux, voilà, exactement. Et vous avez déposé une liste, alors sans le sou, bien sûr, mais ça, c'est... D'ailleurs, ça n'aurait pas changé grand-chose si vous aviez eu le sou, peut-être, mais les sous, mais peut-être un petit peu. Mais ça enfin, change quand même. vous avez quand même, ça change quand même. Enfin, vous avez quand même réussi à être présent, à passer dans les médias, à vous faire connaître, à faire connaître votre mouvement, pas uniquement dans les petites émissions des élections, les émissions prêtes pour les élections, là, comment appelle-t-on ça, dues à la campagne électorale, les spots de campagne. Vous avez été aussi invité à un certain nombre d'émissions de grande audience, bien sûr l'émission Synthèse sur Radio Liberté, mais aussi d'autres. Vous avez été invité chez Hanouna, non, c'est pas ça aussi, sur Balance ton poste. Balance ton poste, c'est ça. Voilà. Bon, oui, vous avez fait comment c'est passé grand écart. L'émission Balance ton poste, c'était particulièrement éprouvant, évidemment, pour quelqu'un qui n'est pas familier comme moi avec la pratique du direct dans les studios de Canal+, on va dire. Cela dit, j'ai trouvé ça malgré tout assez sympathique parce qu'il y avait un côté combat de boxe. Et puis, pour ceux qui s'y intéressent, ils peuvent retrouver le replay sur YouTube ou sur BitChute ou sur Facebook. Et les relations avec Cyril Hanouna sont passées professionnellement professionnellement, relativement inexistantes. Du reste, on s'est salué. On a échangé 2-3 mots et puis il a poursuivi. De toute façon, Cyril Hanouna est un genre, on parle d'animaux souvent, d'animaux politiques, mais lui c'est un animal médiatique qui peut faire des directs pendant plusieurs heures, voire pendant plusieurs jours. Je crois qu'il détient le record, je crois que c'était 36 heures de direct ininterrompu sur C8. C'est vraiment un animal médiatique qui est obsédé par le buzz, et je pense que c'est pour ça qu'il m'avait invité. Il avait dû certainement se dire, on va inviter ce qu'il y a de plus radical des deux côtés sur le sujet de l'immigration, on les met sur un plateau, on lance le direct et on voit ce que ça donne. Donc on a vu ce que ça donne, ça a été une foire d'empoigne, mais malgré tout, il y avait 400 000 téléspectateurs en direct, plus des centaines de milliers ensuite sur YouTube, qui ont entendu parler pour la première fois de grands remplacements, de remigration, et puis de la dissidence française. Donc c'était malgré tout une épreuve qu'il fallait traverser, on va dire une ordalie. Alors votre liste a fait un score tout à fait modeste, bien sûr, mais ça pouvait pas en être autrement, puisque vous n'aviez pas de bulletin de vote, ou dans quelques villes, peut-être, non, je ne sais plus, dans les villes où il y avait le vote électronique. Il y avait le vote électronique. Voilà, vous avez fait des scores d'ailleurs là plus significatifs. Tout de suite, oui. Mais mis à part ces quelques exceptions, vous n'avez pas pu avoir de bulletin de vote, sauf que les gens avaient toujours le loisir de les imprimer sur leur imprimante personnelle, et vous avez ramassé quand
même près de 5000 voix, je crois. C'est ça, un petit peu oui. plus de 5000 voix, si je me souviens Un bien. peu moins. Un peu moins, d'accord. Aux alentours de 5000 voix, c'est quand même pas mal, parce que ça veut dire qu'il y a quand même 5000 personnes qui ont pris soin plus certainement des gens qui ont dû se tromper sur la couleur du papier ou sur l'épaisseur du papier et qui ont dû être... Oui, il y a eu beaucoup d'annulations de bulletins de vote, donc ça montre quand même qu'il y a eu quelque chose de significatif. L'important, c'est la participation justement à la L'important. campagne. L'important, Alors, je c'était la crois que participation. vous n'avez pas été déçu dans la mesure où vous n'imaginiez pas un instant que vous alliez être député Non. européen. Je crois que vous êtes quand même assez relativement... On n'est enfin, pas assez, tout à fait réaliste. Réaliste sur nos chances de succès, mais réaliste. justement. Mais non, le succès n'était pas là. Le succès, c'était de vous être fait connaître et d'avoir pu toucher comme ça Voilà, un parce maximum que- de monde et d'avoir imposé votre groupe et, comme l'un des groupes importants de la relève. Et je dois dire qu'en ce moment, au sein de notre famille politique, entre vous, Thomas Joly, au Parti de la France, il y a une nouvelle génération qui est en train de prendre et d'autres qu'on a reçus, pour certains, ou qu'on recevra peut-être un jour. Il y a une nouvelle génération de jeunes gens qui prennent en main le combat. Et moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important et je m'en félicite. Et c'est pour ça que je suis ravi que nous recevions aujourd'hui Vincent Vauquelin pour en parler. Alors justement, et le combat, là, maintenant, vous essayez de passer dans la cour des grands parce que vous êtes audacieux. Hein. C'est vrai que généralement... Il faut remonter le il pied. faut Et puis l'être. le temps presse, on sait que notre pays est Oui, en oui. proie de graves crises. Et donc, Alors vous si on avez n'agit pas- vous avez annoncé votre candidature. Alors vous avez expliqué un petit peu comment ça fonctionne, Oui. tout ça. Vous avez annoncé votre candidature aux primaires de la droite. Voilà. Primaire pour la France. Aux primaires pour la France, Primaires pour la d'accord. Oui. France. Alors, quel est le... D'abord, expliquez-nous ce que sont les Eh ben, je vais primaires pour la expliquer France. très et, simplement. C'est-à-dire que Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France et ancien candidat à l'élection présidentielle, Présidentielle. accessoirement député, a proposé, a constaté d'une part que probablement en 2022, nous aurions droit à un nouveau duel entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, et que probablement Emmanuel Macron sortirait vainqueur de ce duel et que Marine Le Pen perdrait, comme ça a été le cas en 2017. Et donc, pour éviter de rééditer ce duel de 2017, il a proposé la tenue d'une primaire des candidats patriotes, souverainistes ou nationalistes, on appelle ça comme on veut, de la droite souverainiste, on va dire, avec un objectif, c'est d'ouvrir les fenêtres, d'ouvrir les portes de cette droite qui sent un peu le renfermer, selon ses propres termes, Ouais. et de faire entendre différents courants, de nouveaux visages, etc. En tout cas, c'est comme ça qu'il l'a présenté. Évidemment, nous, on a sauté sur l'occasion, parce que c'était une occasion inespérée de faire entendre nos idées, et puis on l'a pris au mot, tout simplement. Donc effectivement, s'il faut faire entendre tous les courants de la droite souverainiste, on va dire, s'il faut faire exposer de nouveaux messages, développer de nouveaux arguments, et puis faire entendre aussi ce qui ne se fait jamais entendre, c'est-à-dire qui quand même intéresse énormément les électeurs de droite, la question du grand remplacement, et ben, voilà, il faut impérativement y aller. Donc on s'est dit on va y aller. J'ai donc annoncé ma candidature à la primaire pour la France, qui a reçu, on va dire, un écho assez important quand même, Oui, à la il y a fois de la beaucoup part de- de journalistes et à la fois évidemment sur les réseaux sociaux et en particulier Twitter, puisque il y a eu des centaines et des centaines de retweets. Je crois qu'il y a Florian Philippot aussi qui a indiqué sa volonté Ouais. d'y participer. Il y a combien de candidats pour le moment Pour l'un, c'est D'abord, c'est elles ont assez le flou. camp. Alors, ça va, le camp. On n'en sait absolument rien. C'est-à-dire que que Nicolas Dupont-Aignan a fait cette annonce, il en a parlé dans les médias, Ouais. et pour l'instant, on n'en sait pas plus. Et vous avez eu un contact avec lui ou pas? Pas directement, non, pas directement. J'ai eu des contacts avec certains cadres de Debout la France, je ne vais pas les citer, qui partagent mon opinion. C'est-à-dire qu'ils pensent que ça serait vraiment intéressant de mettre sur un plateau Vauquelin, Je crois, Philippot, Dupont-Aignan. je crois que qu'on récemment, discute. il a été interviewé ou on l'a interrogé. Enfin, il en a parlé de votre candidature Alors, récemment. Alors oui, parce qu'il était en Bretagne, et donc nos camarades du média en ligne Braise Info, qui fait un Ouais, excellent travail ouais, du reste, ouais. et que je salue, Tout à fait. on posait la question de la candidature éventuelle de Marion Maréchal, Ouais. et puis on posait la question de votre la mienne, part, et ouais. donc il a constaté que c'était très bien, et que voilà, Oui, il faut donc il qu'effectivement... n'est pas tous les du tout opposé. Il fait... Bah, c'était une grande question, parce que qu'est-ce qu'il allait faire Est-ce qu'il allait nous ignorer Est-ce qu'il allait dire non, il y a des républicains et puis il y a les autres Ça aurait été... Ouais, jouer le nous jeu. sommes aussi républicains, parce que nous sommes reconnus par le ministère de l'Intérieur, nous participons à la vie démocratique de la nation. Et donc, Enfin, on peut avoir écrit voilà. République française sur son passeport, on n'est pas forcément... Tout dépend ultra comment on entend la républicain, République, voilà. bien entendu. Il est ultra français. Et la République, c'est Oh, la vous chose avez- publique, sont donc plus on peut extrémistes que tout le l'entendre- monde. on peut l'entendre comme on veut, mais toujours est-il qu'il a, Bon, en il a tout cas, constaté la candidature, et donc à partir de ce moment-là, j'estime que voilà, on va pouvoir probablement débattre et voir surtout comment on va s'organiser cette primaire pour la France. Est-ce que ce sera un débat en direct sur les réseaux sociaux? Est-ce que ce sera un débat en direct à la télévision? Qui sera candidat, qui ne le sera pas? En tout cas, moi, de mon côté, les choses sont claires. Je suis candidat, avec la ligne qui est la mienne, qui est peut-être aujourd'hui minoritaire à droite, mais qui sait, on ne sait rien après tout, et qui, à mon avis, mérite dans tous les cas de se faire entendre, parce que même si je représente que 5000 électeurs, ces 5000 électeurs, Ouais. ce ne sont pas des citoyens de Alors, seconde zone, et ils ont le droit d'être représentés. Tout à Il y fait. a Mais quand même quel- une candidate déclarée qui, a priori, ne va pas participer à cette primaire. Marine Le Pen, évidemment, Marine. en premier lieu, a refusé donc de participer à cette primaire. Alors Marine Le Pen
a donc annoncé sa candidature quelques jours avant cette annonce de la primaire pour la France. Alors, allez savoir laquelle des deux a été précipitée par l'annonce de l'autre. Brûler la politesse à l'autre. Voilà. Parce que j'imagine que Nicolas Dupont-Aignan, lui, en a parlé. Je ne connais pas leur relation, bon, peu importe. Est-ce que Marine Le Pen a annoncé cette candidature pour éviter, pour se poser en victime lorsqu'il y aura, par exemple, des peines d'inéligibilité qui vont tomber pour toutes les dettes du Front National qui sont accumulées, qui aujourd'hui est l'un des partis certainement les plus endettés de France. Notre parti est certainement modeste, mais il n'a aucune dette, par exemple. Et donc, je pense qu'elle a essayé de griller la priorité à Nicolas Dupont-Aignan, d'annoncer sa candidature pour essayer de se poser en victime si jamais elle est poursuivie en justice, ce qui est déjà le cas, parce qu'elle le sait. On a vu récemment que des Russes aussi qui étaient détenteurs du prêt. Il faut se méfier des Russes. Oui. Mais des Russes qui étaient détenteurs du prêt l'ont également poursuivi en justice. Donc j'ignore combien elle a de procès en cours, mais en tout cas il y en a énormément. La possibilité existe qu'elle soit empêchée de participer à l'élection présidentielle. Et dans ce cas-là, l'idée d'une primaire pour la France, à mon avis, a tout son sens. Et je pense que de toute façon, ça serait un moment fondamental pour clarifier les lignes, pour que toutes les lignes puissent se faire entendre. Je pense à Nicolas Dupont-Aignan qui disait que par exemple avec Marine Le Pen il a des différences sur la retraite à 60 ans, 62 ans, bon très bien, tout ça c'est des sujets importants, mais je pense que c'est des sujets secondaires. Je pense qu'il y a un sujet prioritaire, c'est celui du grand remplacement. Alors justement, expliquez-nous un petit peu Vincent Vauquelin, quel est la dissidence française, il y a un certain nombre d'autres groupes qui existent, qui ont chacun leurs valeurs, chacun leurs qualités, chacun des responsables courageux, et il y a le salon annuel de l'ultra-droite, c'est la journée de synthèse de synthèse nationale tous les ans où on peut constater la présence de tous ces groupes. Mais quelle est la spécificité de la dissidence française? Alors vous définissez comment? Comme nationaliste révolutionnaire, solidariste, identitaire? Nous, on vient quand même d'une mouvance nationaliste révolutionnaire, c'est-à-dire plutôt anti-impérialiste, on va dire. Antimondialiste peut-être plus. Anti-impérialiste, antimondialiste bien sûr, et qui se positionne à la fois sur le terrain de la nation, mais aussi sur le terrain social et identitaire. C'est-à-dire que, par exemple, la question de la préférence nationale est une question fondamentale pour nous, c'est l'une des premières questions. Et puis notre rôle... Préférence nationale que Marine Le Pen, par exemple, ne met plus en avant dans ses campagnes. Bien sûr, c'est d'ailleurs un très gros problème. Mais c'est précisément le problème, et c'est précisément aussi pour ça qu'on est devenu un parti politique, parce qu'on estime qu'on n'est plus représenté par le Rassemblement national, et donc on estime aussi qu'on a une vocation en priorité avant toutes les autres, c'est celle de sonner le tocsin et de s'adresser à tous les électeurs de droite, quels qu'ils soient, en disant voilà, très bien, on n'est pas d'accord sur les retraites, de droite ou de gauche, ou même de gauche, il y a aussi beaucoup de gauche, bien sûr, de patriotes, bien sûr, qui sont concernés par l'identité. En premier lieu, quand même, plutôt les électeurs de droite, mais évidemment tous les Français, en leur disant voilà, on a une menace devant nous qui est une menace sans précédent, qui est une menace prioritaire, c'est celle du grand remplacement, c'est-à-dire vitale, et qui représente un risque quand même d'effacement irréversible, définitif, irrémédiable du peuple français. Donc c'est sur cette priorité qu'il faut se focaliser et mettre de côté, en attendant, les questions secondaires. Vous savez qu'il y a François Asselineau, par exemple, qui pense qu'il faut mettre de côté toutes les questions secondaires et donc se focaliser uniquement sur la sortie de l'Union européenne. Je pense que moi, la priorité, c'est pas le contenant, c'est le contenu. Et en l'occurrence, le contenu, c'est le peuple français qui aujourd'hui est menacé de disparition. Et je pense d'ailleurs que l'identité est un aspect fondamental de la souveraineté. En fait, l'un va pas sans l'autre. Autant on peut condamner l'Europe de Bruxelles et trouver des... Enfin, à mon sens, autant on peut... et c'est là où je rejoins peut-être les positions européistes de mon ami Philippe, mais européiste, je ne sais pas si c'est le mot, mais enfin en tout cas sur l'Europe, autant on ne peut pas nier aujourd'hui que la France seule, très beau slogan, qui a fait la fortune de l'action française dans les années 60, dans les années 20 et dans les années 30, aujourd'hui est un peu dépassée, avec tout le respect qu'on peut avoir pour ceux qui l'ont fait et qui l'ont lancé. Une chose qui n'est pas dépassée, Roland, c'est la culture française. La culture française, ça bien sûr, on est tout à fait d'accord. Attention, je ne remets pas du tout en cause l'existence de la nation française, contrairement à certains. Et il n'a pas entendu. Il va me répondre tout à l'heure, le professeur. Il va me mettre un mauvais point tout à l'heure. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, dans le monde qui bouge de jour en jour, on le voit avec l'histoire récente. On ne sait pas de quoi demain sera fait. On ne sait pas de qu'est-ce qui va se passer. Quand on voit que la Chine, qui est devenue, par la bonne grâce de la haute finance mondialisée,
la zone industrielle de la planète. Aujourd'hui, plus personne ne sort de chez soi et les usines sont fermées. Et qu'est-ce qui va... Il faut savoir que dans 3 mois, les livraisons ne se feront plus. Les magasins de chaussures n'auront peut-être plus de chaussures parce que les chaussures fabriquées en Chine ne seront plus là. Bon, attends, je veux juste terminer là-dessus. Et je veux dire que par rapport à aujourd'hui, si on veut avoir être une force conséquente, ça ne peut se faire que dans une complémentarité avec les autres nations européennes. Oui, bien sûr, on peut parfaitement être souverainiste, et c'est mon cas, c'est-à-dire défendre l'indépendance et la puissance de la France, évidemment, et travailler avec d'autres pays européens, évidemment. Sans parler de l'aspect civilisationnel. Tout à fait. C'est certain que l'Europe telle qu'elle existe, l'administrative, est source de grands mots. Elle n'est pas la source de tous nos mots. On n'irait pas mieux sans elle. Si on ne réformait pas notre propre politique. Il y a une deuxième chose, c'est si effectivement des événements comme ceux que vous envisagez, ce qu'on appelle les signes noirs. Vous savez ce que c'est qu'un signe noir? C'est l'événement qui ne doit jamais se produire parce qu'on a trouvé des signes noirs qu'en Australie. Pendant longtemps, on pensait que ça n'existait pas. Et puis finalement, ils existaient. Bon. On peut sortir de l'Europe en 24 heures. On ne peut pas sortir du grand remplacement en 24 heures. Donc, non, faut mettre et les c'est là où vous avez tout à fait raison. Je crois que plutôt que d'opposer souverainisme à l'Europe, il faut surtout opposer la conception identitaire à l'actuelle Union européenne qui ne protège en rien de l'invasion migratoire, de la mondialisation économique. Au contraire, l'Union européenne se veut le vecteur de plus de mondialisation économique et de plus de grands remplacements, d'immigration incontrôlée, contrairement au discours qu'elle a. Parce que comme l'a très justement dit, mais dans les faits, elle ne s'oppose en rien. Comme l'a très justement dit Bernard Monod, l'Union européenne a tué l'Europe. Voilà, c'est le plus grand danger. C'était d'ailleurs un de nos slogans pendant la campagne des Européennes, c'était sortir l'Europe de l'UE. C'est pas sortir la France de l'Europe, c'est sortir l'Europe de l'UE. Parce qu'en fait, l'Union européenne est un outil, en réalité. C'est un outil. Et le problème, c'est que quand vous avez la quasi-totalité des gouvernements européens qui sont aux mains des mondialistes et des puissances d'argent, évidemment, l'Union européenne va avoir cette coloration. Imaginons que demain, on n'aurait que des Viktor Orban et des Salvini à la tête de tous les gouvernements européens. L'Union européenne pourrait très bien devenir une Union européenne confédérale, identitaire, pourquoi pas nationaliste, et quelque chose qui est envisageable. Le problème, c'est que cette possibilité-là est peu probable, quand même. On va pas se mentir. Et donc, dans ce cadre-là, nous, ce qu'on propose, c'est pas de sortir de l'Union européenne tout de suite, c'est déjà de désobéir à tous les traités qui restreignent l'exercice de notre souveraineté. Déjà, en posant un acte de souveraineté, on est la France, on est aujourd'hui le seul pays européen à disposer de la bombe atomique, puisque le Royaume-Uni en est sorti. Et donc, désobéir au traité, appliquer notre programme, et puis éventuellement voir si on peut construire une autre Europe pour réorienter l'Union européenne de l'intérieur, ce qui peut être possible. On l'a vu avec le groupe de Visegrad. Ou alors sortir tout simplement, faire le Frexit, comme on dit, sortir de l'Union européenne. La plupart aujourd'hui des mouvements populistes en Europe ne sont pas pour la sortie de l'Europe. Du tout. L'Angleterre est sortie. Il y a une spécificité anglaise. Les Anglais ne se sont jamais sentis européens. Ils sont rentrés dans l'Union européenne un peu à reculons. Et depuis qu'ils sont rentrés dans l'Union européenne, ils ont plus bloqué la progression européenne qu'autre chose. Donc qu'ils en soient sortis, c'est plutôt une bonne chose pour la construction européenne. J'apporte une petite nuance, c'est que jusqu'à présent, les partis ne voulaient pas s'opposer à la sortie de l'Europe parce qu'ils estimaient que c'était anxiogène. Anxiogène. Ben oui, que les gens, ça leur faisait peur, ils trouvaient ça compliqué. Et le Brexit fait un précédent. Et le Brexit va peut-être faire changer les choses. Et les gens vont se rendre compte que c'est rien du tout. Effectivement. Finalement. Il y a un précédent qui peut, à ce niveau-là, changer les choses. Enfin, jusqu'à présent, en tout cas en France et tout, tous les partis voulant sortir de l'Europe ne sont pas majoritaires. C'est une idée qui ne marchait pas. Donc c'est pour ça d'ailleurs que, intelligemment, le Rassemblement national de Marine Le Pen a fait machine arrière en le disant, on prend acte et dans un premier temps, on va voir maintenant si nous sommes suffisamment puissants pour changer la politique européenne, de l'Union européenne, pourquoi pas rester dans l'Europe? Oui, mais ce que je reprocherais au Rassemblement national, en particulier pas au Rassemblement national, mais surtout à l'équipe de Marine Le Pen, c'est de naviguer à vue au gré des sondages, au gré des intentions de carrière, au gré des intérêts à très court terme, et qu'il n'y a pas de vision derrière, en fait. On l'a vu pendant le débat de la présidentielle entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, sur les questions monétaires, sur les questions diplomatiques, etc. C'est le flou total, complet. Donc c'est pour ça que je ne pense pas qu'ils ont fait machine arrière
hier parce qu'ils ont une prise de conscience, etc. C'est simplement parce qu'aujourd'hui les sondages sont pas très favorables. Si demain le Frexit revient en tête des sondages, peut-être qu'elle changera d'avis. Voilà, il n'y a pas de colonne vertébrale idéologique au Rassemblement national et c'est bien le problème. C'est bien pour ça qu'il faut faire exister un pôle de droite alternative au Rassemblement national et de manière générale à tous les partis du système. Enfin, quand un homme politique comme Matteo Salvini en Italie n'était pas pour la sortie de l'Italie de l'Europe. Oui, parce que l'Italie a plus à perdre d'une sortie il de l'Union s'opposait européenne. aux décisions, notamment sur l'immigration de l'Union européenne, mais il n'était pas question qu'il en sorte. Mais c'est la même chose FPO pour la Hongrie. autrichien, Oui, c'est la même absolument. chose, sont tout à fait pour la construction européenne. Viktor Orban en Hongrie, quasiment tous les partis, le Vlaams Belang en Flandre n'est pas pour la sortie de l'Europe. Bien sûr, mais c'est exactement ce qu'on dit, c'est qu'on peut parfaitement désobéir aux traités qui restreignent notre souveraineté. On pense notamment aux traités ou aux règles, aux réglementations, à la Cour européenne des droits de l'homme, etc., qui nous empêchent d'expulser des clandestins, qui nous forcent à régulariser des sans-papiers, etc., etc. On peut y désobéir à tout ça, sans forcément sortir de l'Union européenne. Que va faire l'Union européenne? Donc il y a quand même une marge de manœuvre pour les gouvernants s'ils le décident. Donc je pense que c'est d'abord une question de volonté politique, comme souvent, en priorité. Mais moi, dans mon idée, il me semblait que pendant longtemps, le lieu de rassemblement de tous ces mouvements qui vont se réunir, c'était justement le Rassemblement national. Le Front National, à l'époque, oui, bien sûr. Donc si à la fois il ne rassemble plus et qu'en même temps vous dites qu'il n'a pas trop d'idéologie, à quoi il ne sert-il? reste pas grand-chose. C'est toute la question. Il reste une somme de plans de carrière. Exactement. Voilà. C'est la raison pour laquelle certains appellent le RN, c'est une machine à cash, en fait, en réalité. Si on veut refaire l'histoire, du mouvement national, on pourra le refaire, mais enfin, on va pas rentrer dans les détails, mais si je puis dire, quand en 1983-84, il y a eu ce qu'on appelait la percée du Front National, naturellement, l'ensemble de la famille politique, la famille nationale, patriote, qui allait des monarchistes à certains libéraux, en passant par les solidaristes, les nationalistes révolutionnaires, les anciens d'Indochine, les anciens d'Algérie. On recevait la semaine dernière, dans l'émission consacrée à Roger Hollindre, des amis qui ont bien connu cette période-là. Bon, toute cette mouvance s'est rassemblée naturellement derrière Jean-Marie Le Pen. Parce que Jean-Marie Le Pen a, dans un premier temps, été un rassembleur finalement, parce que tout le monde s'est dit, il faut jouer le jeu, on y va, allez hop, tout le monde fonce. Il faut de l'audace. Il avait de l'audace, il l'a fait. Bon. Il y avait un contexte historique différent. C'est que quand Jean-Marie Le Pen a rassemblé, ce qui était épars, mais il n'y avait aucune force réelle populiste à l'époque. Il y avait le RPR de Jacques Chirac qui apparaissait, mais qui commençait déjà à se recentrer, à montrer qu'il allait à se recentrer, et c'était quand même l'héritier du gaullisme. Donc il y avait quand même toute la droite qui n'était pas gaulliste. Il y avait tout contentieux, et il y avait surtout le cheval de bataille de l'immigration qui commençait à que personne n'osait prendre. Et c'est la grande force de Jean-Marie Le Pen d'avoir tout de suite vu ce problème qui allait interpeller tous les Français. C'est la grande force de Jean-Marie Le Pen, et ça a été aussi le fait que lui, qui connaissait bien cette famille politique, et lui et un certain nombre de ses amis qui étaient autour de lui, on parlait de Roger Hollande la semaine dernière, ont compris que quand on veut prendre le pouvoir, on commence par conquérir le marché interne, le marché intérieur, voilà. Et le marché intérieur, je crains qu'aujourd'hui, je ne veux pas m'engager dans une polémique quelle qu'elle soit avec le Rassemblement national, loin s'en faut, mais je crains qu'aujourd'hui, au vu de ce que je constate, c'est 90% du Rassemblement national est en dehors du Rassemblement national. C'est-à-dire tous les gens qu'on voit qui devraient... D'ailleurs, il y a combien qu'on leur carte au Rassemblement national ici? Je ne sais pas, je ne demande pas, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais normalement, tout le monde devrait l'avoir. Non, pas forcément. Moi, ça fait 40 ans que je n'ai plus de carte parti politique par principe. Quel que soit ce parti. L'histoire politique s'est arrêtée avec le PFN, si je comprends bien. mais cela dit, il y a eu une suite après, mon cher Philippe. Mais vous avez raison, je ne force personne. Mais quoi qu'il en soit, on s'est très bien compris. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, il y a plus cette force attractive que. Alors, la force attractive, elle se fait par la force des choses. C'est vous avez en 40 ans, Le Pen Jean-Marie a réussi à faire entrer dans la tête des Français que face au problème de l'immigration, il y avait une réponse. Il y a quelqu'un qui avait une réponse, c'était lui en l'occurrence, et son mouvement, le Front National, avec sa flamme. Bon, n'oublions pas qu'on est dans un pays où 95% des Français s'intéressent à la politique 5 minutes par an. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui leur échappent. Hein.
à part les minorités très politisées, le reste des gens, mais le reste des gens, ils voient aussi ce qui se passe autour de lui. Et qu'est-ce qui se passe autour de lui? Il voit qu'il y a de plus en plus que ce grand remplacement, ce n'est pas un fantasme d'extrême droite, contrairement à ce que racontent un certain nombre de gens, mais que c'est une réalité, que la France perd son indépendance, que la France perd sa liberté de manœuvre, que l'avenir est de plus en plus fermé. Je parle même pas que simplement des retraites, mais l'avenir de manière générale est de plus en plus fermé, et qu'on se retrouve confronté dans un monde où plus ça va, plus la France et l'Europe même, on va dire, perdent de son influence. Or, ces gens-là, ils ont compris une chose, ils ont compris que face à ça, eh bien, il y avait une réaction, même si on n'y adhérait pas, mais enfin, qui était une réaction qui risquait de faire bouger les choses, c'était le vote Le Pen. Voilà. Alors, ils ne savent pas si c'est Jean-Marie, Marion, Marine, qui sais-je encore. Non, ils savent, voilà, le vote LE plus loin PEN. Voilà, c'est ça. Et c'est ça ce qui explique les résultats du Front aux dernières élections. Mais il n'empêche que par rapport à ça, et c'est là où je trouve intéressant, moi, personnellement, l'initiative de nos jeunes amis, la dissidence et de Vincent Vauquelin, et aussi, je dois le dire, aussi d'un certain nombre d'autres, parce qu'il n'est pas le seul. Et quand on organise des journées de synthèse nationale, c'est justement pour que tout le monde se rende compte. Alors on ne demande pas à tout le monde de fusionner, de s'unir, c'est pas du tout ça. On leur demande au moins de se connaître, c'est déjà une bonne chose. S'ils se connaissent et puis ils prennent des initiatives communes, ben c'est encore mieux. Et c'est le seul but des journées de synthèse nationale, c'est-à-dire de faire un petit peu, et de la revue synthèse nationale, c'est de faire un petit peu que cette symbiose puisse exister, qu'il existe un pôle maximaliste, entre guillemets, eh bien, je trouve que c'est une bonne chose parce que ça évitera toute dérive. Vous savez, la politique, c'est une histoire c'est un curseur, en fait. Alors, plus il y aura de choses qui entraîneront le curseur dans le bon sens, eh bien, mieux ça sera. Et finalement, c'est ce qu'on fait tous, justement, d'une manière ou d'une autre. Il y a un point important qu'a évoqué Vincent Vauquelin, c'est que... aujourd'hui, il est clair que si Marine Le Pen est candidate pour le Rassemblement national, et si rien ne l'empêche d'être candidate, c'est elle qui représentera de fait bien sûr, ses aspirations. Parce que effectivement, la convention pour la France, à laquelle vous avez participé, la primaire pour la France, bien que les primaires jusqu'à présent, ça a été plutôt ça n'a pas porté bonheur, un échec, ça a parti plutôt porté le malheur à tout le monde. Mais bref, c'est une initiative sympathique, mais quels que soient les résultats de cette primaire, c'est pas ça qui mettra tellement en péril la candidature de Marine Le Pen. En revanche, vous l'avez évoqué, si jamais, comme on le dit, et que c'est une probabilité tout de même, à cause des dettes, notamment du Front National, peut-être aussi du Rassemblement National, peut-être aussi les procès qu'ils ont avec l'Europe sur les attachés parlementaires. Ce n'est pas que financier. Et Marine Le Pen peut se retrouver inéligible. Et là, voilà, que va-t-il se passer? Le Rassemblement national trouvera sans doute un autre candidat, mais qui ne sera pas Marine Le Pen. Et comme le Roland Hélie le disait très bien, effectivement, aujourd'hui, les électeurs qui veulent s'opposer au remplacement, s'opposer au danger migratoire, ils ne connaissent qu'un nom, Le Pen, de fait. Oui, mais il y a eu un précédent déjà, pour ceux, vous connaissez certainement mieux que moi d'ailleurs, mais on se rappelle de l'inéligibilité de Jean-Marie Le Pen aux européennes, qui l'avait empêché en théorie de participer aux européennes. Mais il a pu y participer finalement. Finalement, il a pu y participer, en 99. Sauf que pendant l'intervalle entre oui, il y a le eu jugement et l'appel, il y a une période. Il a proposé donc le nom de sa femme, ça avait déplu à Maigret, il y avait eu une scission. Oui, peut-être d'autres raisons. Le MNR. Le MNR, bon. Je ne reviens pas sur l'histoire, mais ça prouve bien que déjà il y a eu un précédent et que quand le candidat principal est empêché, ça fait tout d'un coup bouger les lignes. Il y a plein de choses qui se passent. Et donc, dans cette recomposition et dans cette dynamique qui peut advenir à tout moment, je pense qu'il faut qu'on soit prêt. Et je pense qu'il faut aussi qu'on pourbisse nos armes, en quelque sorte, nos arguments, qu'on clarifie les lignes pour faire entendre quelque chose de neuf si d'aventure cette possibilité-là se posait. Mais d'ailleurs, même si elle ne se pose pas, parce que dans tous les cas, la question du grand remplacement, elle est centrale, et donc il faut que quelqu'un l'aborde, il faut bien que quelqu'un sonne le tocsin, et puis c'est la tâche qu'on s'est assignée. Il y a une autre hypothèse aussi, ça reste des hypothèses bien sûr, mais tout le monde parle d'un deuxième tour Le Pen-Macron comme il y a 4 ans, mais il peut aussi y avoir ni Le Pen ni Macron. C'est-à-dire que Emmanuel Macron est tellement impopulaire qu'il ne peut plus se représenter, un peu le syndrome Hollande, et donc un autre candidat représentant les mêmes idées, la même mouvance, trouvera toujours les moyens de présenter quelqu'un. Apparaîtra à ce moment-là. Et si Marine Le Pen n'est pas candidate non plus, ne peut pas l'être, il faudra bien qu'il y ait un autre candidat populiste. Oui, mais regardez quand même un truc. Aux dernières élections européennes, si je me souviens bien, Marine Le Pen n'était pas candidate. Ils ont présenté un jeune homme qui, d'ailleurs, je dois dire, a beaucoup de talent.
Oui, Jordan Bardella. Jordan Bardella, Qui a fait une cherchez son nom, excellente campagne. qui a fait une très bonne campagne et qui a, il a fait le plein. Enfin, il a fait sans doute le même nombre de voix que Marine Le Pen aurait fait, peut-être même plus d'ailleurs, que Marine Le Pen aurait fait si elle avait été candidate. Et bon, le Front, le Rassemblement national peut toujours générer d'autres personnes, mais quoi qu'il en soit, le problème n'est pas là. Et je pense pas que ce soit que notre ami Vincent Vauquelin s'en soit inconscient. Je pense que le but d'un mouvement comme le sien ou comme les autres, que ce soit le Parti de la France ou d'autres, c'est aussi d'être des môles. C'est ça qui est important. Des môles qui vont rassembler sur des idées bien fermes, bien claires. Voilà, le grand remplacement, la préférence nationale, enfin contre le grand remplacement, la préférence nationale, la remigration, l'union la défense de la civilisation européenne et tout ça. Eh bien, je pense que c'est là-dessus que ces mouvements-là ont un rôle à jouer, et un rôle historique à jouer. Alors, justement, pour contacter la dissidence française, on fait comment? On tape dissidence française sur Internet, Tout simplement. Tout Simplement, et on a toutes les informations, d'autant que notre site a fait peau neuve pour la nouvelle année, donc notre site internet est beaucoup plus moderne, même s'il était déjà pas mal. Qui est l'adresse? C'est la-dissidence.org. Mais on tape dissidence française dans Google, on trouve tout de suite, évidemment. Vous l'avez en lien sur Synthèse Nationale. Bien sûr, on est régulièrement relayé par notre ami Roland Elie sur Synthèse Nationale, donc j'ai aucune difficulté pour le trouver. Évidemment, on est présent sur tous les réseaux sociaux. Et puis pour les municipales, vous avez... Alors, les élections municipales. Alors, pour les municipales, votre travail. Pour les municipales, nous avons annoncé, lors justement des dernières éditions des journées de synthèse nationale, les journées bleu, blanc, rouge, avec Alain... Vous avez une alliance avec Alain Escada, une entente avec... de Civitas, avec... Vous serez aujourd'hui de Civitas à la fin Je ne sais pas si je suis disponible, parce que j'ai un déplacement dans le cadre des activités de l'Alliance for Peace and Freedom, qui est le mouvement européen dont nous participons. Mais donc nous avons, avec Richard Roudier de la Ligue du Midi et Alain Escada de Civitas, annoncé une entente pour essayer de se coordonner et présenter, peut-être pas des listes, mais tout du moins des candidats sur des listes d'hiver droite ou des listes d'intérêt communal qui peuvent se monter un peu partout. Donc ça, c'est un processus qui est en cours. Je ne peux pas en dire plus pour le moment, parce qu'évidemment, toutes les listes ne sont pas déposées. Quelques jours des dépôts de listes. Voilà. Mais toujours est-il que, vraisemblablement, à l'issue des élections municipales, nous aurons des élus et élus sur des listes donc d'intérêt communal. Donc, parfois, il y a une seule liste pour une petite commune, mais s'il n'y avait pas cette liste-là, la commune disparaît, elle est fusionnée. Et donc, c'est aussi un des mots d'ordre de cette campagne, c'est sauvons nos communes. Oui, ça peut être d'ailleurs rien que cette motivation-là, d'empêcher de permettre à une... Oui, absolument. C'est une action. Oui, absolument. Mais faire élire, d'ailleurs, on en profite pour lancer peut-être pas trop tard encore, un appel aux militants, aux gens qui ont l'esprit militant, en tout cas, qui nous écoutent. N'hésitez pas à être candidat aux élections sur toutes les petites listes qui peuvent exister dans les villages. Moi, je vois dans mon village, il y a la campagne bat son plein. Et je suis pas candidat, vous direz, mais parce que je n'ai pas le temps et ça serait vraiment impossible. Mais quoi qu'il en soit, mais que ce soit dans Paris ou que ce soit dans les grandes villes ou que ce soit dans les petits villages, il faut pas hésiter à se présenter, parce que plus il y aura de gens qui seront élus, plus ça apprendra à les gens ce que c'est que d'abord une campagne électorale. On parlait la semaine dernière de tous ces Griveaux et autres ou Macron enfin Griveaux, lui, s'était quand même fait élire député, je crois, à un moment donné, mais au conseil régional ou je ne sais plus. Il était député dans la grande vague. On a tous ces gens qui Macron qui est passé de l'Élysée sans passer par la case partielle cantonale partielle, on voit les résultats après. Ce sont des gens qui n'ont jamais eu affaire à l'adversité, qui n'ont jamais eu affaire tout simplement aux revendications populaires, qui n'ont jamais eu affaire simplement au dialogue avec les électeurs. Dieu sait que, je parle pour moi, je parle pour vous aussi. Je ne sais pas si c'est votre cas, mes amis, mais moi je me suis présenté plusieurs fois aux élections. C'est toujours l'occasion sans jamais être élu, c'est toujours l'occasion de rencontrer des gens, d'apprendre plein de choses. On apprend plein de choses et c'est utile pour des militants. Un militant, c'est pas uniquement quelqu'un qui est derrière Facebook à liker tel ou tel truc. Pas que ça devienne que ça. Un militant, c'est quelqu'un qui va sur le terrain, qui va rencontrer les gens, qui va avoir les petits problèmes. Le droit et ça ouvre les yeux sur beaucoup de choses. Ensuite, de pouvoir se plaindre. Les gens qui ne font jamais rien d'une manière ou d'une autre et qui viennent dire que tout va mal et que tout va toujours mal. Ah bah il y en a, ils sont toujours en train de râler. C'est moi qui parlais là. Non, pas du tout. Moi, vous sentez visé, professeur. On sait jamais, il faut anticiper. Non, parce que je sais que vous êtes un militant, donc voilà, c'est pour ça. On le sait tous ici. Donc le simple fait d'être là, d'ailleurs, c'est être un acte militant déjà. Donc
Philippe, militant et alors les municipales. Alors, chroniqueur. donc finissons avec les municipales Oui. et par rapport à l'action de votre mouvement, la dissidence française par rapport aux élections municipales. Donc vous allez inciter vos militants, je pense, à être présents à être dans les candidats sur des petites listes villes, d'intérêt partout communal, où c'est. sans faire d'idéologie, en se confrontant aux problématiques locales, aux attentes des électeurs localement, parce que bon, voilà, c'est des fois une histoire de trottoir à refaire ou de giratoire à régler. Voilà, c'est des questions qui sont très concrètes, mais il y a aussi des questions qui peuvent toucher à l'immigration. Par exemple, l'installation d'un camp de migrants, un maire peut faire quelque chose. Vous savez, Voilà, il y a des actes souvent aussi symboliques, bien, retirer le drapeau européen. Ouais, voilà. Voilà, il y a plein de choses à faire. Avoir des gens qui sont élus, même s'il y en a un, deux dans la commune, ça peut changer. Il en vaut mieux deux qu'un d'ailleurs. Et puis change. je rejoins aussi ce que vous disiez sur l'importance de se confronter au terrain électoral. C'est particulièrement important pour les militants nationalistes, Bien sûr. qui ont de plus en plus une tendance à s'enfermer dans la virtualité ou dans le coup de poing ou dans des choses comme ça, dans des voies de garage. Et malheureusement, ça c'est extrêmement problématique. Et c'est une des raisons pour laquelle la dissidence française est devenue un parti politique et a participé aux élections. C'est d'une part pour faire parler de nous évidemment, mais aussi pour donner une forme de débouché politique et d'espérance à nos militants. Et ça nous permet d'avoir un poids politique et Surtout surtout que les élections municipales sont des élections un peu particulières, dans la mesure où ce sont des élections qui à la fois sont très politiques, mais aussi n'ont pas forcément la même signification que les autres élections. Bon, d'abord, il faut tenir compte du clientélisme, il faut tenir compte des problèmes locaux et tout ça. On voit souvent dans certaines villes, des gens qui votent peut-être pour le Rassemblement national ou pour Dupont-Aignan, pour des choses comme ça, aux élections nationales, et qui vont voter pour un candidat marqué à gauche dans leur ville, tout simplement parce que le type sera un type efficace et il sera un bon mec qui aura fait le plus des communes où l'étiquette politique du maire aucune n'est pas importance, forcément celle qui nous plaît, mais n'a aucune où importance. il est efficace. N'a aucune importance. Bon, voilà, ça passe en dessus de tout ça parce que le type essaye de faire le bien de ses administrés. Et donc, c'est là où c'est important justement de profiter de ces élections pour pouvoir, qui sont à la fois tendu politiquement parce qu'il y a des petits intérêts locaux, mais à la fois aussi détendu par rapport aux engagements nationaux. Voilà, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Et donc, c'est important de participer à toutes ces joutes électorales. On essaie de participer à un maximum d'élections parce que de toute façon, c'est la seule façon de se faire entendre aujourd'hui. Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, je vois aussi sur les réseaux sociaux, parce que je regarde aussi les réseaux sociaux, je critiquais tout à l'heure, mais c'est aussi le regarder un peu de temps en temps, ça permet d'avoir beaucoup d'informations. Je vois aussi que dans beaucoup de villes, les villes moyennes, des listes sont en train d'être déposées, des listes de nationaux sincères qu'on connaît. Je pense par exemple à Alexandre Simoneau à Taverny, dans le Val d'Oise. Je pense à Valérie Lopi à Tarascon. Je pense à Jacques Bompard, évidemment, lui qui n'a plus rien à prouver à Orange ou Robert Ménard à Béziers, mais il y en a plein d'autres, des listes de militants nationalistes qui ont déposé des listes d'intérêt local et qui, j'espère, feront des résultats encourageants. Voilà. Parce que c'est important de le souligner, tout cela. Voilà. Philippe, vous aviez une autre question? Est-ce que l'heure avance? Et une dernière question à poser à notre ami Oui, Vincent vous-même Vauclair. êtes-vous candidat pour les municipales? Alors, je ne serai pas candidat pour les élections municipales. Mais candidat à la présidentielle, déjà. Oui. Voilà, j'ai déjà beaucoup à faire, mais probablement pour d'autres scrutins, je tâcherai d'y aller. Mais bon, il se trouve que dans ma commune, il n'y a pas... Voilà, on n'est pas candidat simplement pour être candidat. Il faut qu'il y ait une raison. Si le maire fait du bon travail, ma foi, il n'y a pas... Et puis les journées longues 24 heures. Absolument, et malheureusement, il faut dormir un petit peu. Et tout le monde n'est pas Bonaparte. il a deux jambes, deux bras, une tête, et il faut bien qu'il ait un travail, il faut bien qu'il Exactement, qu'il je s'en suis occupe, bénévole, je ne suis pas Voilà, un professionnel de la politique. Comme tous les militants de la dissidence française, nous sommes tous bénévoles, nous n'avons pas fait l'ENA. Alors il y a des rendez-vous là prochainement de la dissidence française? Oui, alors bien sûr, on a prochainement une réunion publique, d'ailleurs, l'émission est enregistrée, mais bon, le samedi, nous avons une réunion publique à Rouen. Samedi prochain, oui. Nous avons... ça sera passé du coup. Nous avons évidemment, s'il y a une date à retenir, c'est évidemment le 10 mai, pour le traditionnel hommage à Sainte-Jeanne d'Arc, que nous organisons encore cette année. Et évidemment, Roland Elie est convié, il l'apprend en direct. Et donc, vous êtes évidemment tous conviés pour participer à cette grande manifestation, grande mobilisation très importante pour rendre hommage à Eh bien, nous y serons. Sainte-Jeanne. Nous y serons. Monsieur le professeur, il faudra y être aussi. C'est important d'aller honorer Jeanne d'Arc le 10 mai. Voilà. Le 10 mai, mais c'est un jour ouvrable.
Ah bah non, c'est un dimanche. Non, c'est un dimanche. C'est un dimanche. Deuxième dimanche de mai. Vous n'allez pas lui dire que vous travaillez le dimanche, un prof C'est qui pas travaille toujours le un dimanche. dimanche, le 10 mai. C'est toujours Oui, le 10 mai. mais c'est Voilà, pas en toujours un l'occurrence, c'est le dimanche. Voilà. Eh bien, professeur Pierre Delobier, alors d'abord, merci Vincent pour tous ces merci à vous. éclaircissements. Donc je rappelle que pour prendre le contact avec la dissidence française, eh bien, il suffit d'aller sur le site, il y a des pages Facebook, il y a des Twitter, il y a des Telegram, Twitter, Instagram, nous sommes présents YouTube, absolument enfin partout, quasiment. Bon, vous avez une dynamique Très ascendante. voilà. Donc, il y aura des rendez-vous donc, pour les amis de la dissidence française le 10 mai pour la commémoration, enfin la fête de Jeanne d'Arc. Voilà. Absolument. Professeur, l'histoire. Oui, ben justement, L'histoire je qui nous parlais un peu de rattrape, Bonaparte, là. et vous parliez vous faisiez allusion à Bonaparte, et que Bonaparte et Napoléon étaient un génie de la propagande. Et il mettait des lumières devant sa fenêtre et il allait tranquillement se coucher. Et quand les gens passaient devant les Tuileries, ils disaient c'est extraordinaire, cet homme travaille toute la nuit. Paraît-il que Mussolini avait la même Voilà, technique. c'est une technique classique. Et comme tout le monde, il a bien le droit de dormir. Et il dormait peu, mais il somnolait beaucoup. Surtout avec le temps. Surtout à cheval. Enfin Je suis voilà, trop jeune, mais je l'ai c'est pas donc, connu. je vous parlais du directoire, qui est le conseil d'administration des nouveaux plutocrates de la Convention, depuis 1795, et deux personnalités émergent dans ce directoire, c'est Barras et Bonaparte. Je signale pour le pur plaisir que tous les deux appartiennent à l'ordre de la noblesse. Hein. Et Barras, bon, c'est un jouisseur, les jouisseurs cyniques corrompus. Voilà, il est devenu, il est entré dans c'était un peu un cadet de famille qui savait pas trop quoi faire. Il est entré dans la région, dans la religion révolutionnaire par intérêt. Et il a été le seul des 5 directeurs de l'origine à durer jusqu'à la fin. Et il a fait la carrière de Bonaparte. D'abord en lui permettant de mitrailler le peuple français, ce qui est une activité importante du directoire, sur les marches du de Saint-Roch, hein, voilà, et pour un militaire, voilà. Et surtout, il l'a envoyé en Italie. Et pourquoi il l'a envoyé en Italie? Parce qu'il se tapait sa femme. Et il trouvait que c'était mieux que le mari soit en Italie plutôt que dans la rue d'à côté, même dans la maison. Donc il lui a dit, puisque je m'occupe de ta femme, va donc voir en Italie si j'y suis. Ce qui se passe. Et Bonaparte y est allé. Mais donc Bonaparte, c'était à l'origine un protégé de Robespierre. Enfin, au début, c'était un protégé de Louis XVI. Il ne faut pas oublier qu'il a fait toutes ses études par la charité du roi, à l'école de Brienne, etc. Pendant toute la Révolution, il n'a rien fait pour son bienfaiteur. Il était en congé en Corse. C'est un excellent lieu pour être en congé, d'ailleurs, soit dit en passant. Mais donc, ce protégé de Robespierre s'était distingué en 93 en assiégeant Toulon. Alors Toulon, dans l'imagerie, hein, c'est Toulon qui est assiégé par les Anglais. Maintenant, pas du tout, c'est pas Toulon qui n'est pas assiégé par les Anglais. La ville de Toulon est assiégée par la Convention. Et le peuple de Toulon, les petites gens de Toulon, se défendent contre la Convention, qui est contre les troupes qui sont plutôt bourgeoises, et le petit peuple défend Toulon. Et les Anglais les aident. Et le roi, bien sûr. C'est une accélération royaliste. Mais les accélérations royalistes, c'est des accélérations du petit peuple. Hein. Il faut bien comprendre ça. Hein. Barras et Bonaparte le savaient très bien. Talleyrand aussi. Et donc, ils étaient défendus par la marine anglaise. Voilà. Et il avait confirmé donc ses talents en 1795 en Vendémiaire, devenu l'église Saint-Roch. Et le directoire, il a bien besoin de ce genre de personnes. Parce qu'on a besoin de beaucoup de soldats pour mater le peuple français. Hein. La France est peuplée, il y a quand même beaucoup de monde. D'une part. Mais aussi, il faut porter la bonne parole révolutionnaire aux pays voisins. Alors, en réalité, c'est un peu un prétexte, c'est que la Convention, elle a ruiné le pays, elle a besoin d'argent. Et donc, elle va un peu le prendre, hein, comme disent les communistes, il faut prendre l'argent là où il est, et il se trouve qu'il n'est plus en France, donc on va envahir les pays étrangers, on les envahit tous, hein, même la Suisse, hein, pour prendre l'argent qui s'y trouve. Et notamment les Pays-Bas, tout ça, c'est des pays très très riches. Mais l'adversaire le plus résolu, finalement, de ce régime, c'est l'Angleterre. Et si les révolutionnaires avaient connu l'histoire, ils savaient que depuis 1337, début de la guerre de 100 ans, dès qu'on met les pieds du côté des Pays-Bas, Flandre, Belgique, etc., l'Angleterre entre en guerre, elle n'en sort que quand on les a rendus. Mais on ne va pas pouvoir les rendre avant 1815. Et donc, on va être en guerre avec l'Angleterre, d'autant plus qu'on a repris, les révolutionnaires ont repris à leur compte la théorie des frontières naturelles complètement fumeuses, élaborée par Richelieu,
et qui avait été responsable d'innombrables guerres, mais comme chacun le sait, puisque les frontières naturelles sont censées nous protéger. Mais Ah, quand c'était marrant, on est déjà dans le mode d'Orwell, si vous voulez, la guerre, c'est la paix. Et la paix, c'est la guerre. Mais en tout cas, l'Angleterre, on ne peut pas l'atteindre, et donc Carnot attaque l'Autriche. 1796, il entre Moreau et Jourdan contre Vienne, ils convergent, et l'archiduc Charles va les battre l'un après l'autre et leur faire repasser le Rhin. Honteusement. Et curieusement, c'est donc Bonaparte qui a été, pour les raisons que j'ai dites, envoyé en Italie, et lui, il est chargé de faire diversion. Et puis là, c'est lui qui remporte toutes les victoires. Donc Lodi, Castiglione, Bassano, Arcole. Alors Arcole, vous connaissez les tableaux célèbres. Ce qui est dommage, c'est parce qu'en fait, il est tombé du pont, Bonaparte, dans le marécage. Et il a barboté, donc les Français sont passés, les Autrichiens sont passés, et lui, il était englué dans la boue. C'est comme ça que ça s'est passé. Il y avait le trou au milieu du pont. Non, il n'y avait pas de trou, il était tombé à côté. Parce qu'il y avait un mouvement de foule, c'est un peu ça les batailles. Et pouf, il était tombé On l'avait dedans, pas vu, puis il dans était la pas grand, fumée, donc, etc. Puis il y a quelqu'un quand même qui s'est dit, mais le pauvre général, il est en train d'être dans la boue, donc on l'a tiré de là, et il a pu s'enfuir. Puis après, il a remporté la victoire. Mais si vous voulez, le truc c'est du grand guignol. Bon. Et donc tout ça a mené à la capitulation de Mantoue. Bonaparte approche à 100 km de Vienne et du coup l'Autriche signe le traité de Campo Formio 1797. Alors évidemment tout ça c'est pour Bonaparte une popularité extraordinaire, surtout qu'il imprime lui-même des journaux pour raconter ses faits. Donc c'est lui l'histoire du pont et tout ça, c'est dans les journaux. Il les fait écrire. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Non mais là elle est écrite au jour le jour là par le. Donc quand il est vaincu, il dit qu'il est vainqueur. C'est encore plus simple. Ah oui, c'est Plus efficace. Et donc le directoire, il y a 5 types pas très connus, à part Barras, ils se disent, bon, il est revenu. Barras se dit, bon, c'est allé en Égypte. Alors on l'envoie en Égypte. Et avec sa femme Non, sa femme, elle est toujours... Non, mais Barras... Barras, je ne sais pas si... Non, oui, probablement. Bon, j'en sais rien. C'est anecdotique. C'est anecdotique. Mais en tout cas, il part quand même. Et il remporte la bataille des Pyramides, qui lui livre le pays. Mais la flotte française fut détruite par Nelson en rade d'Abouki. Juste dire au passage qu'il y a une thèse qui est défendue par Emmanuel de Rayciel qui dit que les Anglais se sont arrangés avec Talleyrand pour faire envoyer Bonaparte en Égypte. C'est une idée de Talleyrand en grande partie, et ce qui explique que la flotte française ait pu traverser la Méditerranée, malgré son infériorité, pour arriver en Égypte. Et que les Anglais se sont dit, une fois qu'ils vont en Égypte, on va détruire leur flotte, et ils ne pourront pas rentrer. C'est ce qui se passe à Abouki. Et donc, on détruit sa flotte, il ne peut plus repartir, mais comme il se prend pour Alexandre, il se dit, je vais aller vers l'Orient, tel Alexandre. Bien. Alors, il se dirige contre la Syrie. Alors déjà, au Caire, il y avait une révolte, on avait massacré, il y avait une hécatombe d'insurgés, ils s'étaient rendus, mais Napoléon avait dit, vous vous rendez, mais je ne vous prends pas, il avait fait massacrer. Bon. Et à la fin, ça a été encore mieux, 3000 prisonniers, donc la ville se rend, et il y a 3000 prisonniers, on décide de les exterminer. Il dit, les gars, il n'y a pas, il se prenait pour Alexandre, mais pas pour Jésus, j'ai rien à vous donner à manger, donc on va vous massacrer. À la baïonnette, 3 jours il a fallu, 3000 personnes. Alors ça faisait d'ailleurs une pyramide, comme disent les témoins. Puis quand il y en avait qui n'étaient pas tout à fait morts, on les retirait de dessous pour les retuer. C'était assez sympa. On leur a promis la vie sauve, bien sûr. Ah bah oui. Et donc pourquoi les massacres à la baïonnette? C'est pour faire des économies. Ça coûte cher. Et commentaire de Bonaparte qui s'adresse à la population musulmane et qui leur dit « C'est la preuve que le prophète est avec moi ». Ah bah il va le lire. Ah bah oui. Alors il y a une autre preuve, c'est qu'en plus ils ont violé la moitié des femmes et pillé entièrement la ville. Et les soldats français, il ne faut pas oublier que les gens ils se renouvellent pas comme ça. On est en 99, 98, et donc les soldats français ils disent en fait cette campagne c'est marrant, c'est comme en Vendée. On massacre tout le monde. Ils vont refaire ça dans le Tyrol plus tard. Alors mais à Jaffa, la ville il y avait la peste, donc l'armée est atteinte de la peste, et donc il y a le grand tableau aussi où vous voyez Bonaparte, le tableau de Gros, touche un pestiféré, etc. Bien sûr ça n'avait jamais eu lieu. Il est allé voir, il a dit faut tous. Mais tout le monde le croit. Voilà. Et Bourrienne, son secrétaire, dit je vous garantis que c'est totalement faux, qui est plutôt favorable à Bonaparte, c'est son ancien copain de Brienne. Par contre, Bonaparte, il est allé voir le médecin qui s'appelait Dufriche des Jeunettes. Il lui a dit tous ces gars-là, ils sont malades, c'est gênant, j'ai besoin de faire retraite. Il faudrait leur donner un peu de laudanum, c'est-à-dire de l'opium. Une petite euthanasie générale des 600 malades.
Bon. Et Desgenette l'a dit, moi je suis médecin, je suis là pour soigner. Et Je suis pas là pour tuer. C'était les médecins de l'époque, hein, Oui. bien sûr. Ça a souvent changé. Alors il a recommencé, il a demandé à un pharmacien, il disait Royer peut pas rendre ce service, bon Royer ne voulait pas non plus. Peut-être qu'à l'époque ils avaient signé le traité d'Hippocrate et ils estimaient que signer le serment d'Hippocrate et qu'à l'époque on tenait ses promesses. Bon, donc Bonaparte admet de laisser quelques hommes pour les accompagner. Et après son échec devant Saint-Jean d'Acre, qui est d'ailleurs défendu par un Français émigré, il fait retraite, abandonnant ses rêves d'Orient. Il ne serait pas Alexandre. Mais il n'allait peut-être pas tarder à se prendre pour César. Et voilà. Et il devint Napoléon. Et devenir Napoléon. Voilà. Eh bien, merci, cher professeur. Merci pour cette passionnante histoire qui continue. Cette histoire, je crois qu'on la retrouve aussi dans la... Alors, on la trouve dans la revue... Ah, j'ai oublié, Oui, j'ai pas reçu oui. le nouveau numéro qui doit être... Il y a un nouveau numéro qui est sorti récemment, le numéro 2, la revue d'histoire sorti. européenne. La revue d'histoire européenne. Il est sorti, il est sorti. Voilà, mais je ne l'ai pas encore reçu. Alors, vous allez Sinon, je l'avoir, l'aurais montré la poste qui pour prend du temps. la beauté. Ouais. Non, mais c'est toujours... j'ai trouvé le premier numéro très bien. Très complet, Très bien, et ouais. divers, et sérieux, et attractif. La revue d'histoire Attrayant. européenne qui prend, enfin pour faire simple, un petit peu la suite, Voilà. qu'elle met sur le même créneau que la nouvelle revue d'histoire, hein, et qui est animée par notre vieux complice d'antan, Guillaume Fiquet. Voilà. Et un certain nombre d'autres historiens qui sont... Voilà. Et vous pouvez retrouver d'ailleurs cette chronique aussi sur mon blog. Exactement. Non, c'est pas l'Aristote. C'est sur le même Si vous avez un groupe de presse, site, donc, j'ai un groupe de presse. Eh bien, chers amis, avant de nous quitter, juste, vous avez une information peut-être sur les éditions, Philippe, récentes de Alpha ou alors, de c'est pas les Terna? éditions du Alpha. Là, je suis en train de lire, je ne l'ai pas terminé, mais un roman policier passionnant, très drôle, Qui a tué le maire de Paris, de Philippe Collin-Olivier, chez Pierre-Guillaume Deroux. Je ne sais pas comment ça se termine, mais en tout cas, c'est on sait qui a tué, formidable à lire. on sait qui a tué le candidat malheureux à la mairie de Paris. C'est mais très on sait drôle. pas qui Et a tué le maire de Paris, c'est un mixte entre Delanoë et Hidalgo. Ça, c'est clair. Ah là, c'est Quelle chimère. c'est chimérique, ça. Voilà. Donc, Voilà. quand j'aurai fini, j'en reparlerai. Ah, on sûrement. en parlera à ce moment. C'est un bouquin qui est écrit par à qui doit-on Par sait Philippe Collin-Olivier, chez Pierre-Guillaume Deroux. D'accord. Voilà, je le montre à la caméra. D'accord. Eh bien voilà. Une belle couverture. Eh bien, avant de nous quitter, j'annonce juste, j'ai une petite annonce. Le samedi 4 avril sera le 4e banquet annuel des Amis franciliens de synthèse nationale, qui aura lieu donc à Paris, sur le thème les solutions corporatistes, avec comme invité Jean-Gilles Maliarakis, que nous avons reçu il y a quelques semaines ici même, et qui nous parlera, en grand connaisseur qu'il est du corporatisme, des solutions corporatistes. À propos de corporatisme aussi, j'annonce la sortie prochaine d'un livre, une nouvelle enquête sur le corporatisme qui va sortir au bouquin de synthèse nationale, qui est un livre collectif dans lequel vous retrouverez des gens comme Georges Feltin-Trascol, Aristide Lecat, Jean-Gilles Maliarakis, Franck Bulleux, enfin un certain nombre d'amis qu'on a eu le plaisir de recevoir ici même, et Gabriele Adinolfi et d'autres. Donc ce bouquin va sortir dans les jours qui viennent, donc vous en serez informés sur le site de Synthèse Nationale. Eh bien, chers amis, il ne reste plus qu'à nous séparer. Merci Vincent d'être venu. Merci à vous. Et bonne chance pour votre campagne pour les primaires de la droite. Merci beaucoup. Et Vous allez peut-être... les Je vous écraser tiendrai au tous. courant. On attend une surprise. Mais je n'en doute pas. On attend une surprise. Il faut de l'audace. Et de l'audace, Bonaparte a prouvé. toujours de l'audaage. À très bientôt ça, pour une juste. nouvelle émission Synthèse sur Radio Liberté.